Mardi 26 juin 2018, vous êtes dans le New World Soir. Bienvenue à tous. Le décryptage de l'actualité pour débuter. Le Nigeria, au moins 86 personnes ont été tuées dans une attaque présumée d'éleveurs nomades visant des fermiers dans le centre du pays, région en proie à une vague de violence intercommunautaire. Annonce faite par la police nigériane. Le président nigérien Muhammadu Buhari a lancé un appel au calme et le gouverneur de l'État du Plateau, dans lequel l'attaque a eu lieu, a annoncé le lancement d'opérations pour arrêter les auteurs. Nous évoquons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. 86 morts Mamadou Diouf. On est dans une escalade de violence intercommunautaire, c'est ça? Oui, c'est clair. Le plateau du Nigeria nous a malheureusement habitués à ces affrontements entre fermiers et éleveurs. Et on vient de revoir exactement la même chose avec bien sûr cette fois une proportion qui dépasse les normes. Parce que 86 morts lors d'une attaque, ça veut dire que c'est carrément une expédition qui a été envoyée. Et quand les gens sont venus, ils n'y sont pas allés par le dos de la cuillère, sinon on ne se serait pas retrouvé avec un tel bilan. Alors, il s'agit ici d'attaques entre éleveurs et entre nomades. C'est quoi? C'est juste la transhumance qui cause cela? Est-ce que c'est seulement la transhumance? On peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que la transhumance en fait partie, puisque le Nigeria est victime, comme tous les pays de l'Afrique, de ces questions de changement climatique. Donc les Peuls, les Fulani, comme on les appelle là-bas, qui avaient tendance à être plutôt au nord, descendent de plus en plus vers le sud. Et même à l'intérieur de nos pays, on a régulièrement vu ce genre de conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Et il y a cet aspect qui est là au niveau de ce conflit entre ceux de la zone qui sont des fermiers, des agriculteurs, et ces Peuls qui passaient avec leurs animaux. Est-ce que c'est cela seulement la raison? Certainement pas. Puisque le Nigeria nous a habitués à des conflits très compliqués, parce que quand on regarde ces éleveurs, ils sont plutôt musulmans. Quand on regarde les fermiers, ils sont plutôt chrétiens. Quand on les regarde d'un point de vue ethnique, ils n'appartiennent pas à la même ethnie. Quand on les regarde d'un point de vue politique, souvent ils ne sont pas du même bord sur le plan politique. Je me rappelle un texte que je lisais au niveau du journal La Croix, il y a peut-être 4 ou 5 ans, où un prélat du Nigeria avait été interrogé. Il y avait les mêmes types de violences. Les gens lui demandaient de décrypter parce qu'on ne comprend plus rien. Lui, il avait dit au Nigeria, vous n'allez pas comprendre parce que tout le monde tue tout le monde. C'est-à-dire, il y a tellement d'affrontements entre des groupes pour diverses raisons qui peuvent être politiques, religieuses, économiques, à travers l'agriculture, l'élevage, etc., qu'il n'est pas facile de savoir qui fait quoi au Nigeria. Et malheureusement, c'est comme s'il a toujours raison jusqu'à présent. Alors, ça veut dire, dans le cas d'espèce, on sait simplement qu'il y a eu une attaque menée par des éleveurs nomades par des bergers, des éleveurs nomades, voilà, sur des fermiers, mais on ne connaît pas vraiment la cause. Si, c'est une représaille. En fait, si on en croit ce que disent les médias du Nigeria, c'est les fermiers qui ont attaqué les premiers le jeudi. Les Fulani, il y a eu 5 morts parmi eux. Le samedi, eux, ils se sont organisés pour venir faire une représaille par rapport à l'attaque du samedi, et il y a eu cette fois 86 morts. Et ceux-là se sont réorganisés en fait en barrant la route qui mène à la capitale, qui quitte Jos pour aller à la capitale. Ils ont fait encore d'autres morts, au moins 6, puisqu'il y a un qui témoigne qu'il a vu 6 cadavres. Ils arrêtaient les voitures et tout ce qui ressemblait à Peuls ou musulmans, on faisait descendre et puis on tuait. C'est pourquoi j'ai dit que c'est pas seulement une affaire d'agriculteurs et d'éleveurs. Finalement, il y a également une question identitaire qui est là. Il y a une question de religion qui intervient puisqu'on identifie la personne sur sa religion ou bien son ethnie comme étant un Peul. Et si c'est le cas, on fait descendre la personne de la voiture et la personne est passée à tabac et parfois mort s'ensuit. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une affaire d'éleveurs et de fermiers tout simplement. On est quand même dans un pays touché par le terrorisme avec Boko Haram. Est-ce qu'il n'y a pas d'amalgame possible ici? Mais bien sûr, il peut y avoir des amalgames puisque quand les fermiers sont des chrétiens, les Peuls sont des musulmans, on peut rapidement glisser en disant que c'est un affrontement interreligieux et c'est ce que cherche Boko Haram en particulier, mais l'analyse, si elle est faite de la sorte, elle n'a pas été poussée parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que Boko Haram est un phénomène récent. Alors que ces affrontements entre les Peuls et les fermiers au Nigeria, ce n'est pas un phénomène récent. Certains analystes même du Nigeria disent que si on fait le bilan des morts causées par Boko Haram
et des morts causées par les affrontements interethniques, les morts causées par les affrontements interethniques l'emportent par rapport aux morts causées par Boko Haram. Ce qui veut dire que c'est un vrai problème qui est là, où on n'a pas semblé prendre les choses à leur juste mesure, parce que quand ça fait plus de problèmes que Boko Haram, il faut revoir les choses. Et ce cas vient de le montrer. Quand on a tué 86 personnes, on a détruit 50 maisons. Oui. Bon, même les attentats de Boko Haram ne détruisent pas 50 maisons et ne tuent pas tout le temps 86 personnes en même temps. Donc, il y a un véritable problème de violence qui est là, qui s'ajoute à la violence terroriste. Et il faudrait que l'État du Nigeria également prenne ses responsabilités pour que les gens reculent par rapport à cette façon de régler des comptes. Alors, mais 86 morts et 50 maisons détruites, ça ne se fait pas en 30 minutes. Où est l'autorité locale? Il y a un gouverneur dans le plateau. Ben, le Nigeria a le même problème que le Mali dont on parlait hier. Les armées se sont concentrées dans des zones où on pense que la menace terroriste est la plus importante, parce que malheureusement, de plus en plus dans nos pays, le terrorisme est devenu la seule activité dont il faut s'occuper. De sorte que quand on est en face d'un autre problème, parce que le problème de sécurité, ce n'est pas lié au terrorisme seulement, le terrorisme est récent en Afrique de l'Ouest. On avait d'autres problèmes de sécurité avant que le terrorisme ne soit là. Mais malheureusement, on est complètement braqué sur cette question du terrorisme. De sorte qu'on a entendu le président Buhari dire de refaire la ceinture de la sécurité. C'est-à-dire de ne pas la cantonner au nord tout simplement, mais de faire descendre également une partie des militaires, ce qui veut dire que certainement sur la zone, il n'y en avait pas en nombre suffisant, ou bien il n'y en avait pas de façon assez proche pour que ces gens puissent intervenir à temps pour empêcher cela, ou au moins limiter les dégâts. C'est le président lui-même qui l'a dit, il faut revoir la ceinture de sécurité. Donc il va falloir redéployer l'armée, parce que c'est des zones qui également sont des zones de violence et d'insécurité. Au-delà quand même de l'armée, on suppose qu'il y a de la police qui doit agir dans ces cas-ci. Quand c'est très compliqué, la police est souvent pas en mesure d'agir, parce que généralement, on voit nos commissariats de police, on voit le nombre de personnes qui sont là-bas, le matériel à disposition. S'il y a eu 86 morts, on ne nous a pas dit les assaillants étaient combien, mais combien ils étaient, comment ils étaient armés. Est-ce qu'un commissariat était en mesure de faire face? Généralement, ils sont obligés eux-mêmes de faire appel à l'armée ou bien à la gendarmerie en fonction de la proximité, pour qu'il y ait une force suffisante pour pouvoir dissuader les agresseurs et arrêter les affrontements. Mais ça n'a pas semblé être le cas, puisque jusque pratiquement lundi matin, les violences continuaient dans la zone. On avait barré la route nationale, etc. Et si les populations peuvent faire autant de choses, c'est parce que la présence militaire sur place n'a pas été suffisante pour ramener le calme comme on doit le faire dans ce genre de circonstances. Mais avec ce genre d'incidents, le Nigeria fait honneur à sa réputation de pays d'insécurité. Malheureusement, je crois que c'est le président qui l'a dit, ou bien c'est le gouverneur, je ne me rappelle plus lequel est revenu sur ça, en disant qu'en fait, cette question de l'insécurité est un obstacle au développement économique du Nigeria. C'est le président du Sénat qui l'a dit. Voilà, puisqu'il y a des potentialités qui sont là, il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent investir, mais effectivement, en Afrique, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont la réputation d'être des pays où il y a tellement de violence que n'importe qui peut se retrouver dans ces situations de violence sans pour autant être en quoi que ce soit mêlé à cette violence elle-même et en subir les conséquences. Donc, s'ils s'en plaignent, ils ont raison, parce que c'était une des remarques que les opérateurs économiques faisaient à chaque fois. Quand tu parles du Nigeria, on te dit oui, les potentialités sont là, la masse est là, la classe moyenne est là avec un pouvoir d'achat intéressant, mais le gars est là, il risque sa vie, il risque ses propres affaires dans ces questions de violence, et comme on le dit, l'argent n'aime pas les problèmes. On est quand même dans un pays de 180 millions d'habitants, supposément avoir l'armée la plus puissante du continent, mais là, on est quasiment dans un démenti. Oui, on le disait concernant le Mali, et c'est ce qui revient au Nigeria. Est-ce que le Nigeria a réussi à faire des Nigériens des citoyens? Est-ce que le Nigérien Hausa considère le Nigérien Ibo comme un Nigérian comme lui au même titre? Parce que quand on n'a pas réussi cette construction, l'armée pourra difficilement être partout où des groupes ethniques se rencontrent et où de façon sous-jacente, chaque groupe ethnique regarde l'autre comme un chien de faïence.
De sorte que dès qu'il y a la moindre difficulté, il y a un affrontement entre les groupes. Et malheureusement, c'est ça la situation du Nigeria, en particulier au niveau de cette zone du plateau de Jos, où N fois ce genre d'affrontements se sont posés et l'armée vient toujours pour limiter les dégâts. Et malgré tout, cela se répète généralement beaucoup plus tard et on reste dans une situation où on se pose la question, est-ce que c'est par la voie militaire qu'il faut résoudre ce problème ou bien est-ce qu'il ne faut pas refaire la construction qu'on n'a pas fait de nos nations malheureusement. C'est une façon peut-être de donner raison à René Dumont qui disait il y a longtemps que l'Afrique est mal partie. Et le mal parti, il y avait ça. Est-ce que nos populations savent que bien qu'elles ne soient pas de même religion, de même groupe ethnique, elles appartiennent à un même pays et appartenant à un même pays, il n'y a aucune raison pour que les ressortissants d'un pays veuillent se battre sur la base des différences qu'il y a entre eux alors que tous sont des citoyens du même pays. Le président Mamadou Bouhari est souvent accusé de ne pas assez faire pour lutter contre l'insécurité. En voici la preuve. La preuve, je dirais non. Il ne faut pas oublier que quand il était candidat d'abord, quand il est devenu président, il avait dit que la priorité, c'était de lutter contre le terrorisme. Oui. Puisqu'il y avait une quantité de violence à ce niveau qui posait problème, les attentats un peu partout, les filles qui ont été kidnappées, etc. Donc, certainement, comme ce qui a été fait au Burkina à un certain moment, on a mis le paquet avec ce qu'on a comme force de l'ordre dans les zones qu'on considérait comme les zones où il y avait le plus de risques par rapport au terrorisme. Les autres violences avaient été un peu laissées en rade, de sorte que quand ça se produit, s'il n'y avait pas une garnison, s'il n'y avait pas des militaires tout proches de la zone pour pouvoir réagir au bon moment, il est clair que quand les militaires arriveront, ils ne pourront faire que le médecin après la mort, comme c'est le cas ici, avec 86 décès. Mais sur la question de l'insécurité, le président du Sénat et même le président du Congrès avaient menacé Bouhari de destitution parce qu'il considérait justement qu'il n'en avait pas vraiment fait comme il se devait. Oui, mais c'est que le Nigeria a beau avoir une armée, il faut qu'on demande à nos pays ce que nos pays sont capables de faire. 180 millions de personnes. Il faut combien de militaires pour sécuriser 180 millions de personnes? Il n'y a aucun pays qui est capable de le faire. Ce n'est pas une question de puissance ou non de l'armée. C'est une perspective dans laquelle les gens ne se placent même pas. Parce que où trouver ces hommes, où trouver le matériel, comment financer une telle opération? C'est pourquoi quand ça chauffe comme ils l'ont fait, on met l'état d'urgence pendant un temps, on multiplie le nombre de policiers, mais à cause du coût d'une telle chose, la restriction des libertés, etc., c'est quelque chose qui ne peut pas continuer dans la durée. On est obligé à un certain moment d'arrêter, de redéployer les militaires. Moi, je crois que le travail qu'il faut faire, c'est un travail de citoyenneté pour que les Nigérians cessent de s'en prendre à d'autres Nigérians, quelle que soit la raison. Il y a une justice dans ce pays. C'est à elle, quand il y a un différend entre les populations, de se charger de trancher les différends. Il faut que les gens acceptent d'amener les différends au niveau de la justice, au lieu de faire ce qu'ils ont fait par exemple. C'est vrai qu'ils ont eu 5 victimes. Vous êtes allé dire que vous allez faire des représailles. Vous en faites 86. Mais où est la mesure? Vous avez agressé finalement, parce que s'ils avaient fait 5 morts, même on aurait dit, bon, ils ont tué 5 chez eux, ils sont venus tuer 5, mais quand vous tuez 85, à la limite, vous vous retrouvez en position d'agresseur, au lieu de dire que vous étiez en train pour faire des représailles. Mais la refondation même des sociétés, de l'État dans nos pays africains, comme vous semblez le dire, c'est un travail de longue haleine. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'il y a toujours d'autres éléments qui viennent, qui deviennent la priorité, alors que tant qu'on n'aura pas construit cette nation, tant qu'on n'aura pas construit cet État où les gens comprennent que nous sommes ensemble, on a beau écrire dans nos constitutions, les partis ne doivent pas se référer à une religion, à une langue, à une région, mais quand vous regardez la réalité de nos pays, rien que le paysage politique montre clairement comment nous sommes encore ancrés dans des questions d'appartenance religieuse, dans des questions d'appartenance ethnique, même dans le champ politique. Et c'est pourquoi quand le champ politique chauffe, souvent on attend un affrontement entre 2 partis politiques, mais dans la réalité, on se retrouve avec un affrontement entre 2 ethnies, comme on l'a vu au Nigeria, comme on le voit actuellement au Soudan du Sud, comme on le voit également au Nigeria, où dans ces questions de clivage ethnique, il y a également des clivages à caractère
politique. Mais le Nigeria a quand même tenté de régler ce problème avec une sorte d'égalité au sommet de l'État, président de telle religion, vice-président de telle autre religion, mais ça semble ne pas marcher. Oui, mais c'est qu'on ne peut pas régler cela au sommet seulement, il faut également le régler au niveau des populations. Parce que quand on règle les choses au sommet, c'est juste le caractère symbolique. Il faut faire en sorte que les populations comprennent que si au sommet il y a un président d'une religion, il y a un vice-président d'une autre religion, mais cela veut dire que ces gens sont condamnés à vivre ensemble. Et condamnés à vivre ensemble, pas au sommet, mais également à la base. Donc il y a un travail qui doit être fait à la base pour que ce jeu qu'ils font, qui n'est pas écrit au niveau de la Constitution, pour que l'équilibre soit respecté, qu'on le dépasse, et qu'un jour même, que le président soit d'une religion, que le vice-président soit de la même religion, mais qu'on les regarde comme des Nigérians, au lieu de les regarder comme des gens appartenant à une religion donnée. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant et après l'invité de ce jour.